Bonjour à tous, ici Claire Laplace. Je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre des talents du nord de la France et désormais au-delà, à la rencontre de ceux qui, en France, innovent dans l'économie circulaire et le changement de nos modes de consommation. Comme à chaque fois, si vous aimez ce travail et si vous souhaitez m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, attribuez à La Boussole une note 5 étoiles et laissez un commentaire sur Apple Podcast. Je suis ravie de vous faire découvrir le parcours et le métier d'Alice Longuepée, banquière itinérante pour les Hauts-de-France au sein de la NEF, une banque éthique qui promeut par les financements qu'elle accorde une économie qui préserve les biens communs. Alice est revenue sur son parcours, les raisons qui l'ont poussée à rejoindre la NEF et la passion qui l'anime chaque jour. Dans cet épisode, vous découvrirez une banque éthique, transparente, qui est au service des acteurs de l'économie sociale et solidaire au sens large. Avec Alice, nous avons parlé de sens, de valeurs, du métier de banquier, des changements que chacun peut initier au quotidien et d'entrepreneuriat engagé. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les liens vers la NEF, ainsi que toutes les personnes et initiatives citées pendant notre échange. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Alice. Bonjour Claire. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation dans La Boussole, d'autant plus que comme on se le disait juste avant de démarrer l'interview, mais tu m'as été recommandée par 3 invités, donc je me suis dit il y a vraiment quelque chose autour d'Alice Longuepée, et donc je suis ravie que tu sois là pour parler à la fois de ton parcours, mais aussi de ce que tu fais au quotidien avec la NEF, voilà, et donc je suis ravie de te donner ce temps de parole et d'échanger avec toi. Eh bien, merci à toi, Claire, tout comme à Martin, Laurent et Quentin qui se reconnaîtront, qui ont parlé de moi. Donc, effectivement, la NEF, Nouvelle Économie Fraternelle, c'est la seule banque éthique de France, ce qu'on appelle la finance solidaire. C'est une société coopérative qui existe depuis plus de 30 ans, qui a son siège social à côté de Lyon, à Vaux-en-Velin, et qui fait le métier noble du banquier, c'est-à-dire collecter de l'épargne auprès des citoyens, et utiliser cette épargne pour prêter, accompagner des entreprises qui sont soit dans l'économie sociale et solidaire, soit des entrepreneurs engagés. Moi, ma fonction, c'est banquière itinérante. Ça va faire 8 ans que je suis la banquière itinérante de la région des Hauts-de-France. Donc, vaste territoire, très dynamique sur ces sujets d'économie sociale et solidaire, de transition écologique. Et donc, moi, mon métier, c'est vraiment de rencontrer ces chefs d'entreprise, ces porteurs de projets, pour analyser avec eux leurs besoins et puis les accompagner dans le financement. Auparavant, qu'est-ce que tu as fait comme étude? J'ai vu que tu avais fait l'ESA, je pense, c'est ça? C'est ça, l'École supérieure des affaires, où j'ai eu une maîtrise de banque, finance, assurance. Après un doc de maths, je voulais être prof de maths et après mon doc de maths, ça m'a un petit peu découragée. C'était plus des mathématiques que j'aimais, donc je me suis réorientée vers la banque. Pour la petite histoire, c'était mon voisin de palier quand j'étais étudiante qui travaillait en banque et je le voyais rentrer tous les soirs avec son petit costume cravate, son petit cartable et je trouvais ça super classe. Et puis au début des années 2000, le métier de banquier avait le vent en poupe, hein. C'était chouette de dire qu'on travaillait en banque. Donc je me suis orientée là-dedans. J'ai commencé à travailler au Crédit du Nord sur le marché des professionnels pendant presque 4 ans, puis à la Caisse d'épargne pendant également presque 3-4 ans aussi, où j'ai fini directrice d'une agence. D'accord. Suite à ça, j'ai eu mon premier enfant et je me suis posé beaucoup de questions sur mon épanouissement personnel, sur ce que je voulais faire, sur le sens que je donnais à ma vie et à mon métier. Et du coup, je me suis mis à mon compte pendant 5 ans avec des associés. On avait créé un cabinet de conseil en entreprise. Ça a duré pendant 5 ans, jusqu'au jour où j'ai découvert la NEF et que j'ai surtout vu qu'ils cherchaient à recruter quelqu'un sur la région et dont la mission correspondait à mon profil. Donc j'ai postulé et me voilà plus de 7 ans après sur ce poste que j'adore. Je dis toujours que j'adore mon métier, que je ne changerai pour rien au monde. Ça m'a permis
de mettre en pratique mes compétences et puis de donner du sens à ce que je faisais. Et aussi personnellement de me faire évoluer puisque je connaissais pas tout ce milieu associatif, tout ce qui participe aujourd'hui à cette transition, c'est la nef qui me fait découvrir ça et j'en découvre tous les jours donc je m'éclate dans ce que je fais. Et donc comment t'as découvert la nef? Comment tu as entendu parler d'eux? Alors c'est par un sociétaire actif, puisqu'on est une coopérative, on a donc des sociétaires et certaines personnes, donc des sociétaires c'est quelqu'un qui vient prendre une part au capital, et certaines D'accord. personnes sont plus actives que d'autres, on appelle ça des bénévoles, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à passer un petit peu de temps pour parler de la nef, pour tenir des événements, pour participer à des forums bio, pour être dans les biocoop, etc. En tout cas pour parler de la nef. Et c'est Jean-Pierre Duponchel, un sociétaire actif, qui à l'époque m'avait parlé de la nef, parce que je lui avais confié que j'étais un peu en recherche de sens sur mon activité professionnelle. Et donc, une fois que j'ai découvert la nef, je croyais même pas que ça pouvait exister, une banque éthique et une banque aussi responsable. Et voilà le petit chemin. Et alors, banquière itinérante, c'est un intitulé qui est intéressant, je trouve. C'est-à-dire que tu n'as pas forcément de bureau, que tu te déplaces dans toute la région. Alors, ça pose question, effectivement. C'est un peu fait exprès aussi pour se mettre à côté des banques traditionnelles. On aurait pu s'appeler conseiller professionnel, mais banquier itinérant, on a piqué ça à la Banca Etica, banque éthique italienne, qui avait lancé il y a plus de 10 ans ses premiers postes de banquier itinérant. On a trouvé le concept plutôt pas mal. Donc, j'ai quand même un bureau à Lille, à la maison Stéphane Hessel, un beau bâtiment que la mairie de Lille a fait construire au boulevard Painlevé, où il y a d'autres structures de l'économie sociale et solidaire. Il y a Terre de Liens, Enercoop, les Cigales, les Prés d'Honneur, Toerana Habitat, des coopératives d'activité, Little Big Woman. Enfin, je peux pas tous les citer malheureusement, mais c'est un microcosme d'associations, de coopératives qui essayent de changer le monde, chacun dans leur domaine. Et donc, j'ai mon bureau qui a un point d'attache. Ça n'a rien à voir avec une agence bancaire. Si un jour tu as l'occasion de venir à Lille, à la maison Stéphane Hessel, je te montrerai mon bureau. J'ai pas de guichet, j'ai pas de coffre-fort comme une bancaire traditionnelle. Par contre, j'ai un véhicule hybride qui est un véhicule de fonction et qui me permet de sillonner le territoire pour aller à la rencontre des porteurs de projets, des beaux projets à financer. Comment tu fais connaître la nef? Parce que tu vois, on en parlait aussi juste avant de démarrer l'enregistrement. Moi, je travaille aussi en banque, dans une banque classique. Et en fait, avant que, du coup, ces 3 invités du podcast ne me parlent de la nef, je connaissais pas du tout. Et du coup, je me dis, mais comment tu arrives à faire connaître la nef et son action? Alors, c'était mon boulot des premiers mois quand je suis arrivée à la nef, c'était aller rencontrer toutes les structures d'accompagnement en financement. Donc, je pense à France Active, je pense à France Initiative, à la BGE, mais aussi au pôle d'excellence, Santé, Alimentaire, j'en oublie un, mais Euratechnologie aussi, Euratechnologie, je te remercie, ouais. effectivement. Donc, ça a été mon boulot de pèlerin pendant plusieurs mois quand je suis arrivée à la nef, c'était me faire connaître par toutes ces structures qui pour la plupart, pour la grande majorité, ne connaissaient pas la nef. Et puis, il faut dire qu'on est quand même connu, on existe depuis plus de 30 ans, on est connu dans les milieux déjà un peu alternatifs, on est partenaire de Biocoop, d'Enercoop, de Terre de Liens, donc tous les gens qui étaient déjà un peu militants, qui avaient déjà cette idée de faire changer un peu le monde, ils connaissaient le crédit coopératif, et le crédit coopératif qui est notre établissement tuteur, grâce à qui on peut être une banque aujourd'hui sur la place publique, ça faisait un peu le lien. Donc crédit coopératif moins connu que des banques qui ont pignon sur rue parce qu'il y a moins d'agences, mais en tout cas déjà plus visible que la nef. Donc il y avait tout ce boulot d'aller chercher d'aller faire connaître la nef au grand public, mais aussi de répondre aux sollicitations des gens qui connaissaient déjà en fait, qui étaient dans ces réseaux-là. Et du coup, tu dis ça s'adresse à des personnes, des entreprises de l'économie sociale et solidaire, des entrepreneurs engagés. Oui. C'est quoi tes critères d'intervention? Comment la nef intervient et sous quelle forme finalement? Alors, on a 3 grands domaines de prédilection qui sont l'environnement, la culture et le social.
Dans l'environnement, on va retrouver tout ce qui est circuits courts, les magasins bio, le vrac, les énergies renouvelables, l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité de la coopération, toutes ces grandes thématiques. La culture, ça va être une petite association. J'ai 2-3 exemples en tête. J'ai financé par exemple un cirque, un dôme de cirque, un chapiteau. Une des sociétés de production audiovisuelle quand elles sont sur des contenus un peu plus éducatifs, un peu plus culturels, intellectuels. Et le social, ça va être toutes les assos, toutes les coopératives, l'insertion, le public de la petite enfance, des personnes ayant un handicap, ça va regrouper tous ces aspects-là. Ok. Ensuite, on fait des prêts comme un prêt bancaire classique sur des durées de 2 à 15 ans. On a les mêmes outils, je dirais, qu'une banque traditionnelle sur l'activité crédit. On travaille avec des fonds de garantie bien connus, connus du grand public. Pour être éligible à la NEF, il faut soit avoir un statut de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire une association, une coopérative ou une société avec des statuts ESS. C'était la loi Hamon il y a quelques années. Ou alors être une société classique, mais avoir vraiment un objectif de vouloir participer à cette transition citoyenne et écologique. Ok. Je te prends un autre exemple, un cabinet d'expertise comptable sur Villeneuve-d'Ascq, statut classique, activité assez classique, mais quand je les ai rencontrés, bon déjà ils fréquentaient les mêmes réseaux que la NEF, les partenaires de la NEF, et quand je les rencontrais, j'ai bien senti qu'il y avait une approche différente en termes de hiérarchie, comment je pourrais t'expliquer, dans leur jardin ils avaient mis des ruches, ils font d'ailleurs leur miel, tout un microcosme qui montre que tu fais ton activité mais d'une façon différente, et c'est ça qui nous intéresse parce que d'une façon différente pour changer un peu le monde à notre niveau et chacun dans son domaine d'activité. D'accord. Et du coup toi en 7 ans, 7 ou 8 ans, t'as dû accompagner une quantité assez phénoménale, j'imagine, de projets et d'entreprises. Oui. Au début, je faisais à peu près 20-30 prêts par an. Là, j'ai fait l'année 2020, j'ai accompagné plus de 50 entreprises. Quand je dis entreprise, c'est association ou coopérative, en tout cas 50 personnes morales. Donc c'est chouette parce que il y a des projets assez récurrents, tout ce qui va être magasin bio, épicerie vrac, ça c'est des choses, des brasseurs artisanaux, on en fait beaucoup en ce moment, mais aussi des activités un peu moins connues qui me font découvrir des choses et ça c'est génial. Oui, non mais c'est sûr. Et puis il y en a, j'imagine que tu dois voir revenir, avoir peut-être des entreprises que tu finances ou des organisations de façon plus générale qui reviennent te voir de façon régulière. Tout à fait, on a des récidivistes. Je peux saluer Pierre de El Market rue Gambetta. Je peux saluer Anthony de Croque la Vie. Il y en a d'autres, mais c'est les deux derniers que j'ai en tête. On les a accompagnés à leur création. Alors c'était pas moi qui était là à l'époque, mais qui continue à être demandeur de ce que la NEF fait. Donc c'est plutôt chouette. Et du coup, c'est vrai que pour peut-être rappeler aussi à nos auditeurs les activités d'une banque, c'est vrai qu'une banque, pour prêter, comme tu disais, elle doit aussi collecter. Et donc toi, tu fais aussi de la collecte du coup de fonds. Alors la collecte est plutôt gérée par le siège, c'est la délégation des particuliers qui s'occupe de ça. On a des produits très simples, c'est un livret ou un compte à terme pour épargner, avec des taux de rémunération qui sont un peu plus faibles que les banques traditionnelles, mais c'est pas ce que cherchent finalement les épargnants qui viennent à la NEF. Ils veulent surtout donner du sens à leur argent. Donc on a 400 millions d'euros aujourd'hui collectés à la NEF, et moi clairement mon métier c'est d'aller piocher dans cette grosse tirelire pour prêter. Donc on fait des prêts à partir de 30-40 000 euros jusqu'à 4 millions d'euros. On a quand même un pouvoir assez important. On peut accompagner du coup toute typologie d'entreprise dans sa création ou son développement. Bon, je fais pas des prêts de 4 millions tous les jours, mais je fais quelques prêts d'1, 2, 3 millions. J'en fais 2, 3, 4 par an, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, carrément, parce que ça te donne en tout cas un panel d'intervention qui est quand même assez large, quoi, du coup. Alors, c'est ce que je dis toujours, on est généraliste à la NEF parce qu'on s'est
on sait financer tout secteur d'activité finalement, mais on a besoin de se spécialiser par moment. Quand j'ai monté mon premier dossier éolien, c'était un gros dossier pour une belle entreprise innovante à Villeneuve-d'Ascq qui fait que des énergies renouvelables. Je connaissais presque rien de l'éolien. Il faut quand même acquérir une certaine technicité. À contrario, je peux financer aussi un petit agriculteur, un petit maraîcher bio qui a besoin de 15, 20, 30 000 euros de matériel agricole. Donc, on saute vraiment du coq à l'âne. On est aidé pour cela d'experts au sein de la nef. J'ai 4-5 collègues qui ont chacun une expertise sur un domaine. Ça peut être le domaine de l'insertion, le domaine de la bio, etc. Mais ça permet de monter aussi en compétences sur plein de domaines et c'est ça qui est riche dans ce métier de banquière itinérante. Alors, j'aimais aussi mon métier de banquière traditionnel, mais c'était un petit peu plus routinier, on va dire, alors que là, je fais des belles découvertes presque tous les jours. Et du coup, les décisions, elles sont prises au siège lyonnais. Enfin, comment ça marche quand tu rencontres, on va dire, une entreprise engagée qui a envie de travailler avec toi, tu montes son dossier. J'imagine que selon les montants, c'est peut-être pas les mêmes personnes qui Oui. décident les dossiers. Tout à fait. Moi, quand je rencontre un porteur de projet et que je valide l'éligibilité de son dossier, je deviens, entre guillemets, son avocate. C'est moi qui vais le défendre auprès du comité. Alors, on a l'avantage d'une toute petite banque comme la Nef, puisqu'on est une centaine de salariés, donc c'est vraiment minuscule sur toute la France. Nous, on est 2 en Hauts-de-France, mais l'avantage d'une petite taille de banque comme ça, je dis toujours qu'on est une petite banque, des artisans de la banque, c'est que les paliers, il n'y a pas des millefeuilles de décision comme on peut trouver dans des grandes entreprises. Les paliers de décision sont assez simple. Moi, je peux décider jusque 50 000 euros, conjointement avec mon responsable jusque 100 000, et au-delà de 100 000, on passe en comité à la nef. On a un comité tous les lundis après-midi où on échange en amont sur le dossier. Et c'est assez simple et c'est ce qui nous permet d'être assez réactifs sur les réponses apportées à nos prospects. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et quand quand à un moment, donc toi, si on revient sur ton parcours aussi, donc tu travaillais en banque à la caisse d'épargne. Avec l'arrivée de ton enfant, tu t'es questionné, donc là, tu t'es lancé à ton propre compte. Comment t'as vécu ce passage finalement du fait d'être salarié au fait d'être à son compte? Alors déjà, j'ai quitté la caisse d'épargne pas facilement parce que ils venaient de me proposer un poste de directrice d'agence quelques mois avant et j'étais une des plus jeunes directrices d'agence. Donc je leur annonçais ma grossesse et eux ils m'annonçaient qu'ils me nommaient directrice d'agence. Donc c'était pas évident. J'avais un peu l'impression de trahir leur confiance, mais au fond de moi, je pouvais pas continuer. Il fallait vraiment que je trouve un intérêt plus important dans mon travail. Le statut de chef d'entreprise. Alors j'étais associée, j'étais minoritaire, hein, donc je ne portais pas tous les mêmes risques qu'un gérant qui est à son compte vraiment tout seul. Ça n'a pas été facile parce qu'effectivement il faut se faire connaître, il faut démarcher, il faut prospecter, des choses qu'on fait pas forcément tout le temps dans un métier de commercial en banque. Et ça s'est plutôt bien passé. Il y avait de l'autonomie sur le poste, donc ça c'est ce que j'aimais bien, c'est ce que je retrouve aussi aujourd'hui à la Nef. Et au bout de 5 ans, j'ai arrêté parce que je trouvais plus forcément de sens non plus à ce que je faisais. J'avais l'impression de retomber un peu dans les mêmes carcans que la banque traditionnelle. Et de toute façon, une fois que j'ai connu la Nef, j'avais plus que cette idée-là en tête. Je voulais absolument travailler dans cette banque éthique. D'accord. Et c'est vrai que on va dire que éthique et banque, c'est pas toujours deux termes qu'on met côte à côte. Ouais. Ça pose question, hein, ça pose question. Et souvent, les gens, ils bloquent quand je dis, voilà, banque éthique. Alors, pourquoi on est éthique? Deux grosses différences. La première, c'est qu'on est en totale transparence, puisqu'on sait cibler l'argent qui rentre, la collecte. Ce sont des particuliers comme toi et moi, qui un jour se sont dit, tiens, quand je mets 1 000 euros sur mon livret à la BNP, qu'est-ce qu'ils font avec? Je te mets au défi de trouver la réponse. Nous, à la Nef, on sait que ça va aller tout de suite dans l'économie, sur le terrain, dans l'économie réelle et pour cette transition écologique et citoyenne. Et donc, on publie aussi tous les ans la liste de tous les financements que nous réalisons. On peut retrouver ça sur le site internet de la Nef, www.lanef.com, par région, par année, par secteur d'activité. Et ce qui est sympa, tu vois, par exemple, moi j'ai ouvert un livret à chacun de mes enfants et tous les ans, quand ce livret des financements sort, je leur montre et je leur dis, regardez, grâce à vos petites économies, vous avez aidé à financer cette entreprise-là, cette association-là. Donc c'est vraiment concret.
Et c'est pour ça qu'on est éthique, c'est cette transparence. Le deuxième aspect, c'est qu'on ne spécule pas sur les marchés financiers puisqu'on n'achète pas d'argent sur les marchés. On utilise uniquement la collecte qui nous est confiée pour réaliser nos prêts. D'accord. Et Ok. bien sûr, on n'accompagne que des activités qui portent ces valeurs, qui sont pleines de sens, qui sont dans l'ESS une fois de plus ou entrepreneurs engagés. Bien sûr. Et est-ce que tu as des projets ou des entreprises que tu as été particulièrement fière d'accompagner, tu vois, des choses où tu te dis que ton accompagnement, par exemple, a été déterminant pour leur réussite. Est-ce que tu peux nous en partager quelques-uns, quelques-unes? Alors, déterminant, c'est un grand mot parce qu'on n'est jamais seul. On est toujours à Ouais. plusieurs. On est en travail en partenariat, donc avec France Active, France Initiative, avec les BGE. Enfin, honnêtement, et même avec les collectivités locales. Hein. Moi, je pense au département d'Arras avec sa mission ESS qui est hyper précurseur et bien au fait de toutes ces questions. La MEL également, et avec leur comité Entreprendre Autrement, la ville de Lille. Enfin, il y a vraiment comme ça des endroits où on est aidé. Donc déterminant, moi toute seule à la nef, non. J'avoue que je mets souvent en relation, en réseau, et ça peut aider. Si je devais te citer un dossier phare, là, peut-être sur la place du théâtre à Arras, une SIC, donc Société Coopérative d'Intérêt Commun, si je me trompe pas. C'est une des premières SIC où une collectivité est rentrée au capital. C'était un outil qui est assez récent, qui a été remis à jour là il y a pas longtemps. Et c'est une fierté quand tu vois que les pouvoirs publics comprennent les enjeux de demain face à ces questions d'environnement, d'innovation sociale et ne font pas que verser une subvention, mais deviennent partie prenante d'un projet. Donc c'est la SIC Laura Percher à Arras. C'est un café citoyen qui fait petite restauration, bar, mais qui surtout crée du lien social, qui propose de la culture, des conférences, qui font intervenir des intervenants, enfin, pardon, ils invitent des intervenants sur des thèmes comme le do it yourself, sur les médecines alternatives. Hein. Voilà un exemple que je pourrais t'en citer, mais il y en a tellement, tellement, tellement. Là, un dossier que je viens d'accepter il y a pas très longtemps, c'est la première fois que je faisais ça, j'étudiais ça, c'est une boucherie responsable. C'est D'accord. Vianney, ça s'appelle Barbac, qui va ouvrir prochainement Boulevard de la Liberté à Lille. Et c'est une reconversion professionnelle. Vianney, il a bossé du coup un an ou deux, enfin pas beaucoup, enfin pas très longtemps chez un boucher en se disant finalement je me suis reconvertie et j'ai l'impression que mon métier aujourd'hui c'est toujours contre ses valeurs personnelles. Et du coup, cette boucherie responsable va proposer du zéro déchet, va proposer des produits avec une transparence, avec une traçabilité. Donc, le petit coup de cœur là, récemment en date, je peux te citer ça, Barbac. Ouais, bah écoute, moi je retiens comme je suis lilloise et que je suis toujours friande d'accompagner des beaux projets, notamment dans tout ce qui est commerce, voilà, en centre-ville. C'est pas très loin de chez moi, donc En plus, voilà, je pense que j'irai y faire un tour, tu vois. super. Et du coup, tu disais donc le fait de travailler à la nef, ça t'avait permis de t'aligner quelque part avec tes valeurs. Si tu devais parler à la fois de tes valeurs à toi et des valeurs de la nef, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Alors, bah, je pense que t'as eu la même chose, hein, ce petit déclic quand tu deviens maman, de te dire maintenant c'est plus que pour moi, faut aussi penser aux générations futures, faut penser à nos enfants et à la vitesse auquel le monde se dégrade d'un point de vue écologique. On voit tous les méfaits aujourd'hui de la surconsommation, de la mondialisation. Alors on n'est pas là pour refaire le monde et faire de la politique, mais on essaye en tout cas nous à la nef de proposer ça. Donc c'était conjoint avec mes valeurs. Moi j'essayais de faire déjà attention à mon petit niveau. Je t'avoue quand je suis rentrée à la nef. Finalement, je faisais pas beaucoup d'efforts quand je vois ce que je fais plus aujourd'hui. Chacun a un chemin à suivre et prend le temps et le rythme qu'il lui faut. Moi, ça va, j'ai la chance, j'ai mon mari et mes enfants qui ont suivi le mouvement. Donc, aujourd'hui, je suis à Mapienne, par exemple. Je me Mhm. fournis en légumes uniquement bio et juste local. Dans mon petit village à Bercé, il y a une AMAP qui s'est créée et du coup, je suis à Mapienne. Je suis également cigalière, c'est-à-dire que je mets une petite partie de mon épargne tous les mois pour accompagner des projets, rentrer au capital de société avec mon club Cigale. Bon, forcément le tri des déchets, Fairphone, donc téléphone alternatif. On a mis en place des énergies renouvelables sur notre maison.
véhicules hybrides. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça qui, cumulées, font que si chaque citoyen prenait le même virage, je pense que les conséquences à long terme seraient visibles. Oui, c'est sûr. Et justement, tu parles des cigales. Alors moi, c'est vrai que c'est un mécanisme que je connais bien parce que je sais que ma maman est cigalienne aussi. Mais je pense que tout le monde ne connaît pas les cigales et c'est bien dommage d'ailleurs. Euh, est-ce que tu peux peut-être nous parler de l'action des cigales, peut-être de la cigale dont tu fais partie? Oui, alors en fait, c'est un groupe de personnes qui crée un club d'investisseurs. On mise une somme, chacun met ce qu'il veut tous les mois sur un compte qu'on dédie à ce club d'investisseurs. Puis quand on commence à avoir un petit peu de collecte, on propose de rentrer au capital. Donc il faut que ça soit forcément une forme juridique qui le permette. Les auto-entrepreneurs, on peut pas rentrer, on peut pas les accompagner, mais une SARL, une SA, une association, on peut participer au capital ou en compte courant associatif. Et donc on prend part à la vie de l'entreprise, alors non pas pour gérer à la place du chef d'entreprise, mais pour être un petit peu une épaule sur qui se poser. On nomme un parrain au sein du club Cigale. Et ça permet aux chefs d'entreprise de nous solliciter pour un regard extérieur. Il y a certes ce petit apport financier qui peut être sympathique, mais c'est jamais des grosses sommes. Hein. On verse entre 1000 et 3, 4000, 5000 euros pour les plus grosses cigales dans une société. On reste pendant 5 ans, donc au bout de 5 ans, on se fait racheter nos parts par soit par l'associé principal ou par un autre associé. Donc il y a cet aspect financier, mais il y a surtout cet aspect accompagnement où on peut être ce que je disais en fait, on peut apporter notre aide en fonction du club cigale, des compétences qu'il y a parmi les cigaliers. D'accord. Et donc, en fait, finalement, vous voyez passer des dossiers et des personnes qui viennent présenter leur projet. Et après, en gros, si l'ensemble des personnes qui composent la cigale est OK pour accompagner, vous les accompagnez. Voilà, tout à fait. D'accord. À titre OK. d'exemple, notre club Le Cigale, on a accompagné La Moulinette à Lille, qui est un café-cantine solidaire. On a Oui. accompagné La Voisinerie, qui est une coopérative qui fait de la conciergerie pour un bailleur social, enfin qui crée du lien social au pied d'un bâtiment. Oui, c'est Dans- la voisinerie de Oisem, du coup, C'est c'est ça, celle-là ou c'est c'est... ça, OK. oui, oui, c'est celle-là. D'accord. Donc, et puis on a d'autres projets en cours là où on est en train de regarder, mais c'est pas mal parce qu'on se sent utile avec notre épargne. Il y a différentes façons de se sentir utile avec notre épargne. Il y a bien sûr la nef, mais il y a aussi les cigales, il y a autonomie solidarité. Enfin, on est plusieurs acteurs dans le monde de la finance solidaire et quelqu'un qui est soucieux aujourd'hui de se dire bah, j'ai bien gagné ma vie, j'ai un peu d'épargne, je voudrais rendre mon épargne plus responsable. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, il y a l'embarras du choix, dont justement les cigales. Ouais, tout à fait. Et pour parler un peu aussi de la conjoncture actuelle, de la crise liée au Covid-19, comment vivent d'ailleurs, parce qu'on est toujours dedans, hélas, la situation, les clients de la nef, comment tu sens qu'ils s'en sortent et est-ce que la nef a aussi fait partie des dispositifs, pu mettre en place des dispositifs comme les prêts garantis par l'État ou pas forcément? Alors, on est un peu moins impacté que les banques traditionnelles dans le sens où on n'a pas beaucoup de commerce de proximité finalement, à part les Mhm. magasins bio qui ont cartonné pendant les confinements et pendant cette crise sanitaire, les magasins vrac qui ont bien fonctionné aussi parce que je pense que cette crise sanitaire, elle a eu plein de conséquences très négatives, mais elle a eu aussi, et heureusement, quelques conséquences positives, c'est que les gens se sont recentrés, se sont reposé la question du consommer local, du consommer mieux, de faire travailler ces petits commerçants. Mais comme j'ai pas de coiffeur, j'ai très peu de bars-restaurants, on est moins impacté qu'une banque traditionnelle. On D'accord. on n'a pas pu mettre en place de PGE, prêt garanti par l'État, parce que on n'est pas une banque de flux, on n'est pas la banque principale des clients. Mhm. On n'a pas les moyens de paiement. Je disais tout à l'heure que dans mon bureau, j'ai pas d'agence bancaire, donc on n'a pas les mêmes moyens de paiement. Même si on ouvre des comptes pro aujourd'hui, on n'a pas ces moyens de paiement, donc on est plutôt cette banque secondaire. Et les PGE ont été mis en place avec les banques de flux, donc les banques traditionnelles. Ça, c'est côté salarié, côté emprunteur, côté salarié. C'est pour ça que j'aime aussi la nef parce que c'est un état d'esprit. Et le mot d'ordre, ça a été
la protection des salariés. Donc, dès le début du confinement, la nef a équipé tous ses salariés pour pouvoir être en télétravail, en prenant soin de nous pendant ces longs mois un peu isolés. Donc finalement, cette crise sanitaire, elle nous pèse, hein, mais je pense on n'est pas les plus mal lotis. Et on arrive à faire face. Et côté emprunteur, on a mis en place des reports de prêts pour tous ceux qui nous en ont fait la demande systématiquement. D'accord, ok. Et puis j'imagine aussi, tu vois ce que tu disais au début quand on parlait de la crise du Covid-19, que ça avait aussi permis qu'on se pose des questions sur notre façon de consommer, l'impact que chacun peut avoir par son action au quotidien pour préserver la planète le mieux possible. Et je pense aussi qu'après il va y avoir même déjà maintenant une forte créativité qui a plein de projets qui vont naître de tout ce qui s'est passé, de toutes les réflexions qu'on a pu avoir pendant cette période. Est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus? Oui, je suis d'accord avec toi, même si moi, c'est mon quotidien depuis 7 ans. Finalement, les gens que je rencontre dans le cadre de mon travail ont déjà cette visibilité, ont déjà de l'avance en se disant, il faut que mon activité, elle permette de créer des richesses autres que des richesses financières. Le lien social, la gouvernance partagée, enfin, toutes ces thématiques qu'on peut retrouver, faire attention à sa planète, faire attention à ses déplacements. Enfin, il y a plein de domaines qui sont concernés, mais je te rejoins, ça s'est accéléré grâce à cette crise sanitaire. Maintenant, moi, une fois de plus, c'est mon quotidien depuis 7 ans, donc c'est juste absorber plus de travail, et c'est pour ça que j'ai eu la chance de recruter une seconde bancaire itinérante sur la région, Mathilde, qui m'a rejoint au mois de septembre, et on n'est pas trop de deux pour traiter toutes les demandes sur le territoire. Bon, ça c'est super, c'est plutôt bon signe. C'est super bon signe, ouais. Ah ouais, c'est génial. Ça veut dire que voilà, il y a plein d'initiatives qui se créent ou que celles qui sont déjà en place continuent de grandir aussi. C'est ça. Et puis pour revenir sur ta question de cette crise, dans les banques traditionnelles, là où j'ai pu travailler, c'est beaucoup des projets portés par deux associés et point barre. Nous, les projets qu'on accompagne, ça peut arriver qu'il y ait un seul associé, deux associés, mais en majorité, c'est quand même plutôt des projets citoyens, des projets où il y a plein de partenaires. Donc on dit toujours, quand on est seul, on va plus vite, mais quand on est à plusieurs, on va plus loin. Et c'est ce qui se crée finalement. Nos entreprises, nos emprunteurs sont un peu moins fragiles. Je parle en globalité, il y a toujours des Oui, bien exceptions, sûr. mais ils sont moins fragiles parce que il y a plusieurs partenaires derrière. Si tu croisais un entrepreneur, quelqu'un qui veut se lancer dans l'économie sociale et solidaire ou qui veut être un entrepreneur engagé, quel conseil tu lui donnerais? Je lui dirais de pas rester seul, parce que ça représente quand même une minorité des créations aujourd'hui en France, même si dans le Nord-Pas-de-Calais, l'ESS est importante malgré tout. Je lui dirais de pas rester seul. On a la chance d'avoir des réseaux d'accompagnement. Il y a la PES, il y a la CRES, de pouvoir échanger avec d'autres chefs d'entreprise qui sont dans cette mentalité-là. Je pense aussi au Club Noé, qui permet vraiment aux entreprises de changer de modèle économique, de passer d'un système capitalistique à un système plus serviciel. Et surtout ne pas rester isolé, parce que quand la montagne elle est très haute et qu'on est tout en bas, on se dit on n'y arrivera jamais, mais si on part avec un groupe qui a la même motivation, forcément c'est plus facile. Oui, c'est sûr. Et du coup, quand tu parlais du fait de ne pas rester isolé, je pense aussi, tu vois, à l'incubateur Évident. Tout à fait. J'imagine que voilà, tu dois aussi travailler avec les entreprises qui sont incubées chez Évident. Oui, on a des emprunteurs qui sont chez Évident. D'accord. Ouais, parce que c'est vrai que c'est aussi un chouette incubateur que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que j'avais rencontré Morgane De Villers qui a créé avec son associé François-Xavier Slowly. Ah Je sais oui, pas si tu connais. Ouais, Voilà les jeux qui permettent à nos enfants de comprendre comment sauver la planète. exact. Et c'est vrai qu'elle est passée par l'incubateur Évident. Et puis bon, c'est vrai que voilà, je ne le connaissais pas et j'ai trouvé ça super chouette que ce genre d'incubateur existe sur notre territoire. Moi, je l'ai connu dans le cadre des Mailmakers, D'accord, oui. comme Laurent Bouten a fait partie aussi, comme Louis Arnaud Motte avec Responsac. Enfin, il y en a pas mal, le bus magique.
il y en a plusieurs et c'est aussi ces dispositifs-là qui sont super importants parce que c'est une sacrée aide pour les créateurs. C'est pas toujours facile, hein. Quand tu crées une entreprise dans l'ESS, tu as un cahier des charges qui est forcément plus strict, plus contraignant que n'importe quelle activité autre, parce que tu te mets Mhm. une pression sur toutes ces thématiques, tous ces domaines. Et le fait de pouvoir être aidé comme ça, d'avoir ce petit coup de pouce, soit par un incubateur, soit par des subventions ou autre, un accompagnement, c'est ce qui fait la différence. Et c'est aussi pour ça que notre région est très dynamique, parce qu'on dispose de pas mal de dispositifs justement sur notre territoire qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Oui, bah oui, non, mais c'est clair, c'est clair. C'est une vraie force. Et puis, je pense que du coup, ça, ça rejaillit en fait sur le dynamisme des projets qu'on peut voir passer ou dont on peut entendre parler en ce moment. C'est sûr. C'est super. Bah, tu vois, Alice, le temps passe et, euh, et on approche gentiment mais sûrement de la fin du podcast. Et bah, déjà, je te remercie en tout cas d'avoir pris le temps de nous expliquer ton métier de banquière itinérante et de nous avoir parlé aussi de tout ce que fait la nef. Je pense que ça donnera peut-être à nos auditeurs l'envie de prendre contact avec toi ou avec Mathilde pour échanger ensemble sur leur projet. Avec grand En tout cas, plaisir. j'espère. On est là pour ça. Et puis, ce podcast s'appelle La Boussole. Et donc, la boussole, ok, ça indique le nord de façon géographique, mais au-delà, pour moi, c'est surtout une direction. Et donc, ça peut être aussi un message à faire passer. Et si toi, tu voulais faire passer un message, quel serait-il? Alors, ça serait de dire aux personnes qui sont déjà engagées d'une façon ou d'une autre, qui peuvent faire attention à leur alimentation en choisissant du local et du durable, faire attention à leur consommation d'énergie en passant par une coopérative d'énergie renouvelable, leur déplacement, opter pour des moyens de transport doux, comme on appelle. Pour toutes ces personnes qui sont déjà engagées dans cette transition, la nef étant peu connue finalement, j'ai envie de leur dire pourquoi épargner idiot quand on peut épargner écolo. C'est une phrase que j'ai piquée, qu'on utilisait il y a quelques années, que, que je trouve plutôt parlante. Donc, je pense que chacun peut contribuer à sa façon et il faut continuer, il faut prendre le temps. Chacun fait son propre parcours, mais en tout cas, c'est très important pour les générations futures. Dans tes semaines, qui j'imagine sont bien remplies, est-ce que tu as des rituels et plutôt des moments aussi qui sont importants pour toi? Et même au-delà, est-ce que tu arrives à bien concilier un équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle? Alors, hors crise actuelle et confinement, mon petit rituel, c'était effectivement d'échanger avec un sociétaire actif ou un voisin de bureau, enfin avec une personne qui fait partie de ce microcosme, mais pas en mode professionnel, en mode échange justement. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Tu as été voir un festival, tu as été voir un film, tu as découvert un artiste, quelqu'un qui porte ses valeurs, qui est dans ce même microcosme, mais parler de sujets plus personnels. Ça, c'était ma petite bouffée d'air hebdomadaire quand j'étais au bureau. Là, dans ce contexte de télétravail, mon seul défouloir, c'est 30 minutes de sport par jour parce que pour éviter les problèmes de dos, pour éviter un petit peu un ras-le-bol général d'être enfermé dans notre quatre murs, c'est ça. Ma recommandation, c'est 30 minutes de sport. Super. Et du coup, tu arrives à avoir du temps aussi pour toi, pour tes enfants au quotidien. Tu arrives à gérer avec ton emploi du temps et aussi le fait que tu te déplaces finalement sur une région qui est assez vaste. Oui, comme toute mère de famille qui travaille, hein, forcément, on n'a pas beaucoup de temps pour nous, mais il faut prioriser les choses et il faut prendre le temps sur ce qui nous paraît important. Donc, j'ai pas à me plaindre. Moi, j'ai un très bon équilibre perso-professionnel, mais c'est pas toujours évident de trouver le rythme. Il y a des semaines plus compliquées que d'autres. J'ai aussi la chance d'avoir ma famille et ma belle famille assez proches de moi, donc les mamies donnent un sacré coup de main pour la gestion des enfants par moment. Mais en tout cas, moi, mon rythme est trouvé et me convient très bien. Génial. Moi, tu vois, je suis une grande lectrice. Alors, je sais pas si c'est ton cas aussi, mais est-ce que tu aurais un livre ou alors, si tu es plus film ou série, un film ou une série à recommander à nos auditeurs? Alors moi, je suis fan de romans policiers.
Il y a un D'accord. auteur, Franck Tillier, un auteur du Nord que j'adore, j'ai lu tous ses romans. Mais mon coup de cœur va pour, mon papa m'a offert ça à Noël. 13 à table, c'est le livre au profit des Restos du Cœur. C'est 13 nouvelles. D'accord. Justement, Franck Tillier a écrit une des nouvelles dedans. On retrouve que des auteurs connus et ça se lit très très vite. Et le thème, c'est l'amour. Alors, ça peut être l'amour entre deux êtres humains, l'amour pour un animal, l'amour pour une personne de ta famille. Enfin, je le conseille parce que ça se lit très vite et ça laisse quelque chose. Ah bah super. Et enfin, est-ce que tu aurais un ou des invités à me conseiller pour le podcast? Alors là, j'imagine que tu dois avoir plein de noms en tête, mais si tu veux en retenir peut-être que 2, ce serait lesquels? Alors, si je devais en retenir que 2, alors ça sera pas un emprunteur parce que je pense que les emprunteurs, tu en as déjà reçu quelques-uns et tu peux retrouver la liste sur le site de la Nef. Je te proposerai d'inviter une personne des Cigales. Donc, elles sont 3 salariées, Valérie, Samicha et Régina, donc une des 3 salariées des clubs Cigales, de l'association régionale des Cigales, pardon, pour venir expliquer un peu plus que ce que j'ai pu faire. Et peut-être une personne d'Enercop, soit Guillaume, soit Pierre, soit Johan, Clément, Kelly, enfin une personne de l'équipe. Et je pense que c'est aussi intéressant quand c'est expliqué par un salarié de bien comprendre les tenants et les aboutissants. Génial. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup Alice pour ton temps. Et puis je te souhaite encore plein de beaux projets à financer avec la Nef et plein d'entrepreneurs à accompagner. On aura peut-être l'occasion d'en financer ensemble alors. Bah oui, peut-être, écoute. Ça sera avec grand plaisir en tout cas. Merci beaucoup Claire. Merci Alice. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les ouvrages et les initiatives évoquées pendant notre conversation. Si vous souhaitez me contacter ou échanger sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à laboussolepodcast, tout en minuscules, tout attaché, @gmail.com. Je vous remercie et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de La Boussole.